Yo l'équipe, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon opération qui est une ligamentoplastie du MPFL. Je fais la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai su que j'allais me faire opérer. Donc l'idée c'est de présenter en langage courant comment fonctionne le genou et ce que c'est l'instabilité de la rotule. Puis ensuite je vais parler de l'opération, comment ça se passe en préopératoire, pendant l'opération, en post-opératoire et pour la rééducation. Et je finirai par une petite partie qui explique combien peut coûter ce genre d'intervention en explicitant du coup dans mon cas, combien est-ce que ça va coûter. Pour commencer, il faut comprendre comment fonctionne le genou et quels sont les éléments qui le composent et comment la rotule est raccrochée au reste du genou. Donc sur la partie osseuse, en haut de la jambe, on a un grand os qui s'appelle le fémur et dans la partie basse sur les côtés, à côté du genou, s'appelle le condyle latéral. Ensuite, sur la partie basse de la jambe, on a le duo tibia-péroné ou tibia-fibula en fonction du nom qui est donné. Et l'os de la rotule, qui est l'os qui bouge quand on plie la jambe, s'appelle l'os de la patella. Plus précisément, sur la partie inférieure du fémur, on a ce qu'on appelle la trochlée fémorale, qui est représentée en bleu sur le schéma et qui permet le fonctionnement du genou comme poulie. Donc sur la partie inférieure, on a la trochlée fémorale qui est collée au ménisque et qui est liée au tibia. Donc c'est le support entre la partie haute et la partie basse de la jambe. Et sur la partie du coup de face de la trochlée, on a un chemin que va suivre la patella quand on est en mouvement de flexion, donc aussi représenté en bleu. Donc quand on a un schéma du genou, le plus simple pour reconnaître s'il s'agit d'un genou droit ou d'un genou gauche, c'est de regarder de quel côté est le fibula, sachant que le fibula il est toujours vers l'extérieur du corps. Donc si le fibula est vers la droite sur un schéma, ça veut dire qu'il s'agit d'un schéma du genou gauche et inverse. Côté musculaire, on a évidemment le gros quadriceps qui vient entourer le fémur et qui est relié à la patella grâce au tendon quadricipital. Donc les tendons qui relient les muscles aux os, ils permettent principalement de transférer la force musculaire qui est générée par les muscles, mais aussi d'absorber les chocs qui sont reçus sur les os. Le quadriceps, il est aussi relié au genou sur les côtés grâce au ligament collatéral médial côté intérieur et au ligament collatéral latéral côté extérieur. Côté ligament, ce qu'on a dans un premier temps, c'est le ligament qui relie la patella au tibia, qui s'appelle le ligament patellaire ou ligament rotulien. Ensuite, on a les ligaments croisés qui sont à l'intérieur du genou, avec le ligament croisé antérieur sur le devant et le ligament croisé postérieur sur l'arrière. Ils forment une croix et ils permettent au genou d'être en rotation quand on a le pied posé au sol. Donc typiquement, c'est des mouvements qu'on peut retrouver au foot, au hand ou au ski. Sur le côté, on a aussi le rétinaculum médial qui permet d'accrocher la patella au reste du genou, qui s'appelle aussi ligament fémoro-patellaire ou MPFL. Pour finir, on a la capsule rotulienne. En gros, c'est l'ensemble des ligaments qui viennent tenir la patella, qui sont à la fois souples et résistants pour bien tenir l'articulation. On voit bien sur le schéma la continuité entre le MPFL et le tendon rotulien, ce qui permet le maintien du liquide synovial à l'intérieur du genou, qui lubrifie les mouvements du genou quand il y a une flexion ou une extension. Ensuite, une fois qu'on a défini ces éléments, on peut mieux comprendre nos dispositions anatomiques et notamment les facteurs qui vont favoriser l'instabilité rotulienne en fonction du positionnement et des caractéristiques de ces différents éléments du genou. Donc d'abord, on a la trochlée qu'on a vue en bleu sur le schéma précédent et notamment la forme de la trochlée qui est assez importante parce que c'est là où va s'insérer la patella. Donc quand la trochlée elle est bien creusée, ça permet à la patella de suivre un chemin de course lorsque le genou est en flexion et en extension. Alors que, à contrario, on peut avoir des trochlées qui sont plates ou bombées, ce qu'on appelle du coup dans ce cas-là une dysplasie de trochlée, qui malheureusement va conduire à une instabilité rotulienne plus importante. Il y a différents types de dysplasie de trochlée en fonction de la forme de la trochlée, de la forme de là où va s'insérer la patella et de l'angle formé entre la trochlée et la patella, ce qu'on appelle bascule rotulienne. Ensuite, un élément super important, c'est la hauteur de la patella, parce que dans certains cas, la patella elle peut être trop haute. Quand le tendon rotulien qui vient accrocher la patella sur le tibia est trop grand, on peut avoir ce qu'on appelle une patella alta, qui se mesure grâce à l'indice de Caton-Deschamps, qui quand il est supérieur à 1,2 conduit du coup à ce qu'on appelle une patella alta. Le dernier élément important, c'est la longueur de course de la patella quand on a un mouvement de flexion et d'extension. Donc cette longueur, elle s'appelle la TAGT, donc TA pour tubérosité tibiale antérieure, c'est la partie basse, et GT pour gorge de la trochlée, donc ça c'est la partie haute. Cette longueur TAGT, donc elle peut être un facteur d'instabilité rotulienne quand elle est supérieure à 16-20 mm environ. Donc en fonction de ces différentes caractéristiques anatomiques qu'on a présentées, donc la dysplasie de trochlée, la hauteur de la patella et la longueur de la course de la patella quand on a un mouvement de flexion et d'extension, ça caractérise les facteurs d'instabilité rotulienne. Donc plus ils sont présents, plus on a de chances d'avoir une luxation de la rotule, donc ce qui est appelé une luxation patellaire. Il y a plusieurs types de luxation patellaire qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais en général la luxation patellaire c'est quand la rotule sort de son chemin et donc va vers l'extérieur du genou. Pour finir, donc tous ces éléments qui sont les caractéristiques anatomiques d'un côté et les conséquences d'une ou plusieurs luxations patellaires de l'autre,
ces éléments qui vont guider le chirurgien dans la solution envisagée pour soigner l'instabilité rotulienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une opération chirurgicale, c'est pas toujours le geste qui va permettre de résoudre ce type de problème. Ça dépend beaucoup du type de patient et beaucoup du type de luxation que le patient a pu avoir. À ce sujet, je ne vais pas m'y aventurer dans cette vidéo, mais je mets en description le lien d'une vidéo du docteur David Dejour qui explique et qui présente un algorithme de résolution de l'instabilité patellaire qui, en fonction des caractéristiques des patients, explique quelles sont les solutions à envisager pour résoudre ces problématiques. Pour revenir rapidement sur ma situation, donc d'un point de vue facteur anatomique, les imageries médicales ont pu montrer que j'avais une patella alta avec un indice de Caton Deschamps qui était à 1,5. Plus une dysplasie légère de la trochlée, donc c'est la forme de la trochlée qui favorisait pas la bonne course de la patella. Et sachant que j'avais eu une luxation patellaire en mai de l'année dernière, que j'avais essayé de renforcer mon genou là, pendant l'année qui s'est écoulée, que ça n'a pas marché, le geste qui a été envisagé, c'est une ligamentoplastie du MPFL pour remettre ma patella dans le bon axe de course quand je faisais des mouvements de flexion et d'extension, ce qui permet aussi d'arrêter ma patella de frotter le long de la trochlée parce que ça avait causé des lésions ostéochondrales qui avaient fait des lésions du coup de la taille de 9 mm environ. Pour ce qui est du diagnostic, donc moi ça a commencé en fait en mai 2024 lors d'un match de foot sur petit terrain. J'ai eu un choc genou-genou pendant lequel j'ai eu du coup une luxation de la rotule, mais je m'en suis pas rendu compte. Du coup je me suis pas vraiment posé de questions je suis pas allé à l'hôpital, j'y suis allé que le lendemain matin parce que j'avais trop mal en me réveillant. À l'hôpital, quand on va aux urgences, il faut savoir qu'ils font uniquement une radio pour vérifier que les os sont pas cassés. Donc à ce moment-là, on m'a dit que c'était probablement une entorse du genou et qu'il fallait attendre 3 semaines pour que le problème se résorbe et qu'après ça irait mieux. Moi, au bout de 3 semaines, même 2 déjà, j'avais encore très mal, un genou très gonflé. Donc j'ai décidé d'aller voir un médecin du sport qui m'a prescrit une IRM que je suis allé faire du coup en juin de l'année dernière. Pendant cette IRM, j'ai compris que j'avais une contusion du coup du condyle fémoral latéral, qui est en gros l'équivalent d'une lésion de la trame osseuse. C'est son os, un peu comme quand on jette une bouteille en verre par terre et qu'elle se brise mais elle se casse pas. C'est la même chose avec les os. Et que du coup, il fallait attendre environ 2-3 mois pour que l'os se remette. La solution du coup, c'était de glacer l'été dernier. Ce que j'ai fait après l'été 2024, donc on arrive en septembre, j'avais toujours mal au genou, j'avais le genou qui avait dégonflé mais j'avais quand même des douleurs qui ne m'avaient pas permis de reprendre le sport. J'avais mal quand je faisais des efforts prolongés, quand je montais des escaliers, quand je faisais de la randonnée, quand je faisais du vélo. Donc je suis retourné voir un médecin, le même, à qui j'ai demandé pourquoi est-ce qu'après 2-3 mois, comme on avait convenu, ça s'était pas revenu à la normale. À ce moment-là, il m'a fait un examen clinique et il m'a prescrit une échographie du genou pour voir quels étaient potentiellement les nouveaux problèmes et les nouvelles complications qui étaient arrivées. On constate pendant l'échographie qu'en fait il y a un problème au niveau du tendon rotulien, qui est le tendon qui vient tenir la rotule sur le tibia. L'échographie montrait une fissure à hauteur de 10% de la section du tendon, ce qui m'empêchait du coup de transmettre de l'effort au niveau de mon genou et donc de faire du sport. Donc il y avait quand même pas mal de douleurs suite à cette lésion du tendon rotulien, surtout quand je tendais la jambe, quand je faisais un effort prolongé, quand je montais des marches, quand j'essayais de faire un petit peu de vélo. Donc ça c'était quand même assez dérangeant. La solution du coup pour traiter la lésion du tendon rotulien, c'est de faire beaucoup de kinésithérapie, c'est de arrêter le sport évidemment, mais faire des exercices qui sont bien ciblés. C'est une douleur qui est quand même assez intense quand elle survient, mais qui n'est pas présente de ce que je me souviens au quotidien. Pas quand on marche, pas quand on vit sa vie de tous les jours, mais vraiment quand on commence à intensifier son effort. Après 3 mois de kiné, du coup, entre septembre et décembre de l'année 2024, j'ai pu largement progresser, les douleurs ont diminué et l'état de mon genou s'est quand même globalement amélioré en allant chez le kiné à peu près 2 à 3 fois par semaine. Sauf qu'à la suite du traitement de kiné, du coup, en décembre, j'ai pu reprendre tranquillement le sport, la course à pied, refaire quelques matchs de tennis vers le mois de janvier, etc. pour un petit peu remettre mon genou en activité après les mois de renforcement. Et j'avais encore des douleurs quand je faisais de l'effort et je trouvais ça un petit peu louche. Donc je suis retourné voir mon médecin. J'ai donc fait 2 à 3 séances de kiné par semaine entre septembre et décembre de l'année 2024, lors desquelles j'ai pu faire des exercices spécialisés et localisés sur le tendon rotulien qui me faisait encore mal. Il y a eu beaucoup de progrès pendant les 2 à 3 mois qui ont quand même été assez longs, mais à la fin, j'ai pu reprendre la course à pied tranquillement vers fin décembre, début janvier, en exécutant des exercices et un programme assez spécifique. J'ai encore eu des douleurs lors du mois de janvier quand j'ai repris, ce qui m'a conduit à retourner voir un médecin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'avais encore mal, même si ça avait beaucoup progressé. J'ai indiqué que j'avais à peu près récupéré 70-80% de mon genou. Donc ce médecin, il était aussi étonné par le diagnostic et il m'a conseillé d'aller faire une IRM de contrôle. Donc lors de cette IRM, il a procédé à une relecture de l'IRM qui avait été faite dans un premier temps du coup en juin de l'année 2024, ce qui consiste en fait à refaire un diagnostic sur la base des mêmes images. Et le diagnostic qu'il a fait, il clarifie
la luxation de la rotule qui a forcément eu lieu au regard de l'état de la patella et de la trochlée. Et il reconfirme du coup les caractéristiques anatomiques du genou tout en enlevant le côté potentielle rupture d'une réticulum médial en étant un petit peu plus assertif sur ce sujet. Et ce qui m'a conduit du coup à ensuite retourner voir un médecin pour revoir avec lui ses nouveaux diagnostics, donc la nouvelle conclusion de l'IRM de l'année d'avant plus la conclusion de l'IRM qui venait d'être faite, pour trouver une solution. Donc je suis retourné voir mon médecin qui m'a conseillé d'aller voir un chirurgien et ce qui m'a amené du coup à me faire opérer du MPFL parce que j'avais déjà envisagé toutes les solutions possibles qui étaient de passer par la kinésithérapie. En résumé, j'ai eu un choc genou-genou en mai 2024 qui a conduit à une contusion du condyle fémoral, qui a abîmé la patella et le ligament fémoro-patellaire, dit le MPFL, qui maintient la rotule dans l'axe. Pendant une petite dizaine de mois, donc j'ai fait un traitement à base de repos sportif et de kinésithérapie qui a conduit à abîmer malheureusement mon tendon rotulien qui tient la rotule sur le tibia, mais qui ensuite s'est résorbé. En tout ça, la contusion a aussi pu se résorber, mais le MPFL est resté lui abîmé pendant la dizaine de mois qui a suivi, ce qui a conduit à avoir une rotule qui était un petit peu désaxée en engendrant du coup des lésions ostéochondrales, donc sur la trochlée. Le fait qu'elle soit désaxée a causé du coup des frottements entre ma patella et la trochlée, ce qui a conduit à ce qu'on appelle des lésions ostéochondrales, donc des lésions au niveau de la trochlée. En mars, du coup, assez rapidement, je vais consulter un chirurgien qui m'explique que la solution, comme j'ai essayé de faire beaucoup de kinésithérapie pendant l'année qui s'est écoulée et que ça n'a pas marché, ça va être de passer par une opération chirurgicale qui consiste à raccrocher la rotule au versant interne du genou en faisant ce qu'on appelle une ligamentoplastie. C'est qu'on va aller prendre un greffon, donc en fait un bout de muscle qui m'a été l'ischio-jambier, et qu'on va l'utiliser pour raccrocher la rotule vers l'intérieur du genou avec une certaine technique qui s'appelle la technique de Chassin. Donc l'opération, elle consiste à utiliser donc un bout de muscle qui s'appelle le gracilis qui est entre le genou et le haut de la cuisse, qui est autrement dit un adducteur qu'on peut facilement enlever et qui est absolument pas nécessaire à notre mobilité, et on l'utilise pour remplacer le ligament qui est abîmé ou qui manque. Donc il va être raccroché ensuite de la rotule vers l'intérieur du genou. Donc ça se déroule simplement en 3 étapes. Prélèvement du gracilis, ouverture de la rotule pour accrocher le gracilis à la rotule, puis dernière étape, raccrocher donc le gracilis, ce qu'on appelle le greffon aussi, c'est ce qu'on utilise du coup pour remplacer le ligament à l'intérieur de la rotule. Pour ce qui est du préopératoire, il y a quand même pas mal de choses à anticiper et à savoir pour que ça se passe au mieux. La première chose du coup, c'est prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, donc conseillé par le chirurgien à l'endroit où vous faites opérer. L'enjeu de ce rendez-vous, c'est de choisir entre une anesthésie locale et une anesthésie générale. Pour ma part, là où je l'ai fait, ils m'ont conseillé l'anesthésie locale pour limiter les conséquences et les effets secondaires de l'anesthésie générale et pour que la reprise post-opératoire soit plus simple. Donc j'ai décidé de le faire en anesthésie locale, même si j'étais un petit peu effrayé au début à l'idée d'être conscient pendant l'opération. Je raconterai ensuite comment ça s'est déroulé, mais en réalité, j'ai été complètement endormi, je me suis rendu compte de rien. Donc je conseille probablement de faire la même chose pour que ça soit plus simple. Il y a organisé la livraison du matériel avec les infirmières qui viendront au domicile, parce qu'il faut savoir que l'opération elle se fait en ambulatoire, donc ça veut dire qu'on entre la journée, on ressort le soir même. Donc il y a des infirmières qui viennent ensuite prendre le relais 2 fois par jour pour s'occuper de la plaie et des soins. Donc il y a du matériel à faire livrer pour que les infirmières aient tout le nécessaire à la maison, donc il y a ça aussi à bien organiser. Il y a la commande de l'attel qui servira du coup pour le post-opératoire. Il faut savoir que ça peut prendre un petit peu de temps en délai de livraison et pour ma part j'ai eu que 3 semaines d'écart entre mon rendez-vous avec le chirurgien et l'opération, donc il faut quand même bien anticiper. Donc le déroulé de l'opération en ambulatoire il est assez simple. Moi on m'avait conseillé d'arriver à 11h pour une opération qui était à 14h. Il faut bien penser à prendre ses béquilles et l'attel qu'on va nous mettre après l'opération, ainsi que tous les documents du coup nécessaires à l'hospitalisation. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite on est préparé à l'opération dans une chambre d'hôpital avec la tenue nécessaire en nous indiquant qu'il faut bien être à jeun depuis au moins 6 heures avant l'opération. Donc ce qui peut permettre peut-être de manger le matin si vous faites opérer l'après-midi, mais pas de manger après. Ensuite, pour l'anesthésie locale, donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on va au bloc opératoire en étant complètement conscient, on s'allonge dans un lit et c'est ensuite qu'on nous fait l'anesthésie locale. Donc en fait on est conscient de tout ce qui se passe. Dans mon cas, et j'en ai pas le souvenir, mais c'est ce qu'on m'a raconté, c'est que j'étais quand même assez agité avant l'opération, donc on m'a mis un médicament pour s'endormir. Donc en fait, j'ai pas du tout de souvenir de l'opération parce que j'étais complètement endormi. J'étais pas anesthésié généralement, mais j'étais endormi, donc pas conscient, ce qui a fait que je me suis réveillé en salle de réveil sans avoir eu l'impression d'avoir vécu l'opération, ce qui est pas plus mal quand on fait une anesthésie locale. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'après l'opération, on est encore anesthésié, donc en fait, on n'a pas tellement mal. Ça, ce qui est assez agréable et qu'on peut rentrer chez nous en étant directement en béquille, en posant le pied par terre. Et ce qui est compliqué, c'est vraiment dans la nuit qui suit l'opération parce que l'anesthésie locale ou générale
va s'arrêter complètement et ce qui va engendrer peut-être une remontée des douleurs. Donc il faut quand même un petit peu anticiper la prise d'antidouleur la première nuit après l'opération. Mon conseil principal pour le préopératoire, c'est d'anticiper au mieux les besoins qu'on aura pour une fois que l'opération soit passée. Donc anticiper un endroit où on pourra être bien, où on aura tout ce dont on aura besoin à disposition, essayer du coup d'être au rez-de-chaussée, avoir ses habits pas loin parce qu'on aura besoin de se changer, anticiper donc les livres, les films et toutes les choses qu'on aura envie de faire parce que l'alitement il peut quand même un petit peu durer en post-opératoire. Essayez aussi de prévoir au maximum la nourriture si on n'est pas en moyen de cuisiner. Comme on ne sera pas tellement en moyen de se déplacer une fois qu'on sera opéré, ce qui est pas mal, c'est d'avoir préparé des plats congelés. Il y a pas mal de solutions qui existent pour subvenir à ce besoin. Il y a aussi le besoin d'avoir un endroit qui est calme et dans lequel on se sent bien, parce que ça peut aussi durer un petit peu longtemps, surtout par exemple dans mon cas où moi j'ai eu un hématome, donc j'étais alité quand même pendant 2 semaines. Donc ça c'est assez important. Un truc auquel on pense pas trop, il y a aussi l'achat de potentiels blocs de glace dont on aura besoin une fois qu'on se fera opérer parce qu'il faudra glacer son genou le plus possible pour qu'il diminue de volume rapidement. Donc l'achat de blocs de glace et la proximité du coup d'un réfrigérateur quand on est du coup chez soi, ça c'est assez important. Il y a aussi l'adaptation de la salle de bain. C'est quand même important d'être prêt si on a besoin de prendre une douche une fois qu'on se fera opérer avec une chaise à l'intérieur de la salle de bain, des trucs pour pas glisser quand on est au sol, avoir une serviette qui est pas loin. Ça paraît bête, mais ça aide vachement une fois qu'on se fait opérer parce qu'on est quand même très limité. Pour ce qui est du post-opératoire, donc pour moi ça se décompose en différentes phases. La première c'est J1, J2, J3 où la priorité c'est vraiment de stabiliser la plaie et d'éviter les saignements. Donc dans mon cas, le premier jour elle s'est un petit peu réouverte, il y a eu quelques saignements, donc l'infirmière elle est revenue mettre ça d'équerre rapidement, mais par la suite ça allait mieux. Et pendant ces quelques jours, du coup je me suis levé uniquement pour le minimum et ça allait, je pouvais poser le pied par terre et c'était assez entre guillemets progressif en termes de sensations, donc ça progressait plutôt bien. Ensuite, à partir de J4, J5, là j'ai un hématome qui est apparu du coup sur tout l'arrière de la jambe, là où a été prélevé le gracilis. Donc ma jambe a un petit peu changé de couleur et c'est devenu beaucoup plus douloureux parce que l'hématome c'est du sang qui est sous les 3 couches de peau et qui vient faire pression sur les organes, sur la peau, sur le système nerveux. Donc ça fait assez mal. Ce qui est vraiment désagréable du coup c'est pour se lever, ce qui devenait quasiment impossible vu que mon genou était entouré de sang dans l'hématome. Donc ça faisait une grosse pression, ce qui ne me permettait pas de me lever et ce qui m'a un petit peu inquiété parce que j'ai pas tellement en tout cas été prévenu de la possibilité d'avoir un hématome. Donc entre J5 et J10, je ne me suis pas levé, je suis resté immobile sous conseil de mon chirurgien au regard de la taille de l'hématome. Et après, au lieu de commencer la kiné du coup à J10, j'ai plutôt commencé à J15, j'ai un petit peu pris du retard à cause de la présence de cet hématome, qui est quelque chose qui peut arriver, qui est tout à fait normal, dont on ne maîtrise pas tellement la cause ni les conséquences. C'est-à-dire que c'est un petit peu hasardeux le fait que le long du greffon ça soit mis à saigner. Il y a des personnes qui n'ont pas d'hématome, il y en a d'autres qui en ont des plus petits. Voilà, c'est vraiment un petit peu une question de chance, donc il faut un peu s'apprêter au fait que ça puisse arriver. Donc la présence d'un hématome, c'est vraiment pas quelque chose qu'on maîtrise, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, et quand ça arrive, on connaît pas vraiment la taille de l'hématome qu'on va avoir. Dans mon cas, j'ai vraiment un hématome qui s'est répandu sur toute la jambe, là où a été prélevé du coup le gracilis, mais il se peut très bien pour quelqu'un qui se fasse opérer qu'il n'ait pas d'hématome ou qu'il en ait un beaucoup plus petit, ce qui ralentit beaucoup moins donc la rééducation et la reprise de la marche et de la kinésithérapie. Ensuite, dans la phase J15, J21, donc 2-3e semaine, il faut savoir que le chirurgien il met un objectif à la 3e semaine d'avoir un genou qui est sec, ça veut dire plus de gonflement et qui a clairement diminué en volume, d'avoir une flexion à 90 degrés et de pouvoir faire de la marche sans canne, donc sans béquille. C'est avéré que dans mon cas, avec l'hématome qui était survenu, c'était plus compliqué, j'ai pris un petit peu de retard, mais la 2-3e semaine sont marquées par en gros la reprise de la mobilité, les premiers pas, voire les premiers pas sans canne et une kinésithérapie un petit peu plus approfondie. Moi, ce que je conseille, c'est dès que c'est possible, même pendant les premiers jours, dès les premiers jours, c'est de commencer à faire des petits exos de kiné, normalement qui sont recommandés par le chirurgien ou qu'on peut trouver sur internet ou si on a un contact avec son kiné. C'est contracter la cuisse, essayer de contracter le quadriceps parce que le quadriceps après l'opération, il est un petit peu choqué, donc c'est compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir retrouver rapidement son quadriceps. Se glisser une serviette sous le genou et essayer de faire pression sur la serviette. Donc ça, c'est assez utile aussi pareil pour réveiller un petit peu le quadriceps. Et le 3e exercice, c'est de glisser un élastique derrière le pied et d'essayer de faire des extensions de mollet parce que le mollet aussi est bien endormi du fait qu'on soit immobilisé, donc ça peut être pas mal. Moi, en tout cas c'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on m'a recommandé.
En ce qui concerne du coup les soins à domicile, il faut savoir que pendant cette première phase là, de J1 à J5, il y a des infirmières qui viennent 2 fois par jour chez vous pour faire les soins, pour s'occuper de la plaie, pour prendre un petit peu aussi des nouvelles des suites de l'opération et qui elles communiquent avec le chirurgien. Donc ça c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir un certain support. Parce que c'est quand même difficile de gérer le post-opératoire tout seul quand on est chez soi, même si on a des proches qui sont là, mais on n'a pas forcément d'accompagnement dans la gestion de la douleur. Et comme elle peut être assez importante après ce type d'opération, c'est important d'avoir un bon contact avec ces infirmières pour pouvoir les solliciter en cas de besoin. Donc c'est 2 fois par jour de J1 à J5 et ensuite c'est 1 fois par jour ou 2 à 3 fois par semaine en fonction du coup de l'évolution de la taille du genou et de la plaie. Donc ça c'est assez important, sachant que il y a aussi du matériel de cryothérapie qui peut être donné. Moi j'ai pu avoir une machine du coup qui permet de mettre son genou dans une espèce d'attelle qui produit du froid, ce qui permet d'accélérer le dégonflement du genou. Donc ça c'est assez agréable. Pour la kiné, ce que m'avait conseillé mon chirurgien du coup c'est de prendre mon premier rendez-vous et de commencer la kiné entre J7 et J10 et le plus tôt on commence, mieux c'est pour récupérer rapidement. Sauf que la présence de l'hématome a un peu retardé du coup le début de cette kiné qui a plutôt commencé à J15 et le kiné était informé du coup de ces petites complications post-opératoires. Sachant que l'objectif à 3 semaines c'est de marcher sans béquille et que là il est un petit peu été retardé donc avec la présence de l'hématome, mais avec 2 à 3 séances par semaine, il faut savoir qu'on progresse quand même assez vite quand on commence la kiné, du coup, que ce soit à 10 jours ou à 15 jours, et qu'on peut espérer vraiment de marcher sans béquille à partir de 3 semaines, ça c'est clairement ce qui est raisonnable, en faisant des exercices de manière assez régulière, en contractant la cuisse, en sollicitant le quadriceps et les mollets, et en essayant, même si on a un petit peu mal, de réveiller du coup les muscles de la jambe. Donc là, on arrive à la partie conseil. Après mon retour d'expérience, là, d'après 21 jours du coup en post-opératoire, ce que je conseille principalement déjà, c'est d'essayer de confronter les avis médicaux et chirurgicaux pour, d'une part, comprendre au mieux ce qui arrive à notre genou, et d'autre part, essayer de voir toutes les pistes de solutions qu'on a, enfin toutes les cordes qu'on a à son arc pour essayer de résoudre ce problème, parce que c'est pas forcément évident de faire une ligamentoplastie du MPFL. C'est une opération qui peut être faite en même temps qu'une autre. Typiquement, moi j'ai vu un deuxième chirurgien qui avait évoqué l'idée de faire ce qu'on appelle une transposition de la TTA, donc transposition de la tubérosité tibiale antérieure, ce qui consiste grosso modo à corriger un petit peu le fait que la rotule soit trop haute pour qu'elle soit un petit peu plus basse et qu'elle ait moins une tendance à glisser. Donc ça c'est ce qu'on conseille aux gens qui ont beaucoup eu de luxation rotulienne. C'est ce que j'ai choisi de ne pas faire parce que c'est une opération qui est beaucoup plus grosse, dont je ne détaillerai pas les détails ici, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs manières d'aborder l'instabilité rotulienne et que la ligamentoplastie du MPFL c'est certes une solution mais qui n'est pas unique. C'est pour ça que voir plusieurs médecins et chirurgiens ça peut vraiment être utile. Ensuite, dans les autres conseils, il y a le fait d'anticiper au mieux les besoins post-opératoires. Comme je le disais, on est quand même immobilisé quasiment pendant 1 semaine avec la jambe allongée et très peu de possibilités pour se lever. En tout cas, quand on a un hématome, c'est encore moins possible de se lever. Donc, anticiper au mieux et pas sous-estimer la dépendance qu'on peut avoir par rapport aux autres personnes qui sont autour de nous. Parce que pour manger, c'est compliqué, pour se déplacer, c'est compliqué, pour s'habiller aussi, c'est assez compliqué, pour se laver aussi. Donc il y a un certain besoin qu'il ne faut pas négliger, donc il faut s'assurer qu'on ait des personnes qui soient là pour nous entourer, ça c'est très important. Ensuite, le troisième conseil, ce serait de commencer au plus tôt les exercices, c'est pas vraiment de la kinésithérapie, mais c'est plutôt de la rééducation, de la réanimation des muscles de la cuisse et du mollet. Mon chirurgien m'a conseillé dès les premiers jours d'essayer de recontracter le quadriceps tous les jours pour voir où est-ce que j'en étais, parce qu'au début c'est compliqué et après ça devient de plus en plus possible. Comme je le dis en début de vidéo, je voulais rapidement parler des coûts que représente ce genre d'opération, car ça peut être un élément important dans la décision de le faire ou pas, parce qu'il y a des sacrés montants qui sont engagés. Donc je vous présente un tableau qui résume tous les coûts par catégorie et par payeur entre genre la sécu, la mutuelle et le reste à payer pour la personne qui se fait opérer. Donc tous ces chiffres ils dépendent naturellement du coup de la qualité de la mutuelle et de là où l'opération elle est faite, mais ça donne grosso modo le but de donner un ordre de grandeur sur les montants à prévoir pour l'opération et tout ce qui l'accompagne avec la kiné, les soins, le préopératoire, le post-opératoire. Ce tableau il reflète ma situation, qui est une situation avec une bonne mutuelle d'environ une 40aine d'euros par mois, une opération qui a été faite dans une clinique privée et une 20aine de rendez-vous chez le kiné comme prévu sur l'ordonnance faite par le chirurgien. Donc dans les grandes lignes, il a fallu payer environ 2750 €, dont 1800 ont été remboursés par ou la sécu ou la mutuelle, ce qui fait un reste à charge qui sort de notre poche de 250 € environ en tenant compte genre, de tous les rendez-vous de kiné comme je disais.
Donc si on s'intéresse rapidement aux coûts pour la Sécu, donc il faut savoir que la plupart des coûts de l'opération, ils sont invisibles, car il y a pas mal de versements qui sont faits directement entre la Sécu et les organismes de soins, notamment pour tout ce qui est la partie soins à domicile avec les pansements et le paiement des infirmières. Et le total de ces versements, ça représente quasiment 3 800 €, donc c'est assez important. Ensuite, si on regarde les coûts totaux, en fait, on voit que le reste à charge de 950 € en Orange, il est quand même assez faible par rapport aux parts Sécu et mutuelles, sachant que le coût total de l'opération, en prenant en compte toutes ces parts, c'est 6 500 €, dont 2 tiers sont remboursés par la Sécu, soit 4 200 €. Et le remboursement, il est de manière directe, directement dans notre poche, ou indirecte, en passant par les établissements de soins. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à poser des questions ou réagir en commentaire.